C'est l'histoire d'un homme singulier. Max Boucard, français d'origine, est au début des années 80 un petit entrepreneur fortuné spécialisé dans le transport de déchets. Une profession peu réglementée à l'époque, il suffit pour la pratiquer de posséder un trou et de le combler. C'est ainsi que Max Boucard prend la décision d'acheter un trou de 4 hectares situé à Grasse-Sologne, sur le site industriel abandonné de la Vieille Montagne, ouvrir sur son terrain et aux alentours des choses auxquelles il ne s'attendait pas. C'est le début d'un feuilleton judiciaire édifiant qui va durer plus de 10 ans. Il était ce trou-là. D'abord, il était tout chaotique, c'était un vrai terrain lunaire. Il était pas, apparemment, ce n'était que des cendries. On ne pouvait pas dire qu'il était pollué à cette époque-là sans l'analyser, ça ne se voyait pas. Et puis, à la fin, l'idée m'est venue de l'assainir et de m'en servir comme remblai, d'une pierre deux coups. Et plus tard, en faire un golf ou des terrains de foot, enfin un terrain de sport. Plus le trou est grand, plus il est cher. Oui, puisque c'est au mètre cube. Il va falloir le combler, ce trou. Max Boucard va donc passer des accords avec les charbonnages de la région pour acheter du schiste sur lequel il espère plus tard réaliser une plus-value. Commence alors à Grasse-Sologne une ronde incessante de camions, 300 par jour pendant des mois. D'après Max Boucard, d'autres entrepreneurs peu scrupuleux se dissimuleront dans le convoi pour abandonner sur le terrain des déchets illégaux. Il faut comprendre que derrière nous, il y a 4 hectares de schiste mis en plateau sur une épaisseur de 10 mètres par endroit et de 15 mètres par autre endroit, ce qui fait 500 000 mètres cubes de schiste. Et donc concrètement, avant même de démarrer le remblayage de ce trou, il vous faut investir pour à peu près 20 millions. 20 millions. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai pris de l'argent partout, dans toute ma famille. J'ai pris ce risque-là. Mais... Et pas seulement pour vous, si j'ai bien compris, mais aussi toute la pour, famille est passée. C'est vrai qu'en arrivant, je m'étais rendu compte de rien du tout, puisque c'était une pollution qui était inodore et à peu près incolore, quoi. Hein. Et cette pollution-là, je l'ai dénoncée à la région wallonne. Et au lieu que la région wallonne s'attaque aux pollueurs, qui était la Vieille Montagne, eh bien, elle s'est attaquée aux délateurs que j'étais devenu. Comme ça, en me faisant taire, il n'y avait plus de pollution pour eux. Et ça a été le début de la bagarre à ce moment-là, bien avant que je porte plainte. Donc la bagarre a été déclenchée sans que je m'en rende compte. Max va découvrir ainsi sur son terrain et aux alentours les traces d'une ancienne et profonde pollution, aussi vieille que le site de la Vieille Montagne qui a produit du zinc à Grasse-Sologne pendant 150 ans. Plomb, zinc, cadmium, arsenic. C'est le cocktail de métaux lourds que l'on trouve en forte concentration dans la croûte de scorie abandonnée sur place. Mais à Grasse-Sologne, on avait appris aussi à vivre avec cette pollution. Elle était le signe tangible de l'activité industrielle pour laquelle la Vieille Montagne engageait une main-d'œuvre abondante. L'usine allait aussi, au début du siècle, financer la construction d'infrastructures diverses, cafés, routes, magasins, casernes de gendarmerie, avec en toile de fond la pollution. Les photos attestent quand même d'une abondante fumée, d'une atmosphère très opaque. L'important, c'était de produire. Et les fumées de ces productions ont, entre guillemets, brûlé les terres par ici. Ils ont eu des procès avec quelques fermiers. Et finalement, toutes les personnes se sont toujours plaintes que les légumes ne poussaient pas bien, que les pelouses étaient toutes jaunes, il fallait des amendements assez sérieux, retourner la terre en profondeur. Mais ça a toujours été de tout temps. Monsieur Monjoie, vous êtes ingénieur et géologue. En quelle année avez-vous été contacté par l'Union minière pour effectuer l'analyse du site de la Vieille Montagne? C'était dans les années 92, où on a fait une première étude qui consistait à faire la synthèse des données géologiques de la région. Et nous avons effectué des forages sur des zones d'anomalies géophysiques, par exemple des terrains très conducteurs. Et nous avons implanté d'autre part des forages sur des points sur lesquels on savait qu'il y avait eu des activités susceptibles de pollution. Donc ce que vous pouvez établir aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'endroits sont plus pollués que d'autres, ce qui paraît logique finalement compte tenu des activités sur le terrain. Oui, il y a un endroit plus particulier qui est l'ancien quai à minerais, dans lequel on déchargeait les wagons apportant le minerai. Et là, effectivement, dans ces phénomènes de déchargement, il y a eu production de débris de minerais qui se sont déposés dans cette zone
Et cette zone est particulièrement, disons, chargée en métaux lourds, puisque finalement c'est du minerai. Et c'est certainement une zone qui mérite une attention particulière. Donc au fond, ce qu'on peut dire, c'est que... Je ne conseillerais pas, en ce qui me concerne, d'avoir des potagers sur un sous-sol comme celui-là, sauf si on met une épaisseur de terre arable satisfaisante pour que les racines ne puissent pas aller en dessous. Mais à quoi servaient ces silos à la vieille montagne? À l'origine, ces silos avaient été faits pour mettre du minerai naturel, du minerai ordinaire, pour faire du blend, qui sert à faire du zinc. Mais alors donc la vieille montagne effectivement décide de liquider ces silos et confie le marché à un entrepreneur comme vous. Et vous vous rendez compte que votre collègue a des difficultés pour abattre ces silos. C'est ça. Alors il m'a appelé pour que je remplisse 10 mètres de hauteur tout autour de schiste, de mon schiste. Et comme dans mon cahier de charge et dans la lettre d'intention de la vieille montagne, je devais quand même acheter l'emplacement de ces silos dans la tranche suivante de mon travail, bon, j'ai investi un petit peu à l'avance en acceptant de mettre du schiste autour des silos. De remblayer autour De remblayer des 10 mètres de hauteur tout autour des silos. Donc c'est de la marchandise à 27 francs à l'époque, à moi, que j'installe là autour. Et ça lui permet, avec les machines de l'époque, et les machines de maintenant, c'est toujours pareil, on ne peut pas démolir quelque chose qui a plus de 20 mètres de haut manuellement ou mécaniquement. Sinon, il faut y aller à la dynamite. Mais avec toutes les habitations qu'il y avait là autour, et les carreaux et les vitres, il ne fallait pas dynamiter les silos. Donc, gentiment, il a cassé ça pendant 1 an et demi. Et chaque fois qu'il est sur un silo plein, toute la marchandise tombe sur sa machine. Alors, il doit dégager sa machine, et cette marchandise la porter pour vider à droite à gauche. Et comme je suis mitoyen, et que ça tombe de 30 mètres de haut, ben, j'en prends plein mon terrain. Et le juge d'instruction, finalement, au bout d'un an d'échange de courriers, de démarches diverses, etc., va finalement estimer pouvoir clôturer son instruction en l'état, en rendant d'ailleurs une longue ordonnance de soi communiquée, où elle explique les raisons pour lesquelles elle n'estime pas devoir faire cette expertise. Elle estime notamment qu'elle est inutile et sans doute impossible à réaliser. Et pour quelles raisons? Ce sont des raisons, moi, que je n'ai pas bien comprises, donc j'ai des difficultés à les expliquer, ça je ne vous le cache pas. Puisque l'expertise n'a pas été exécutée dans le cadre de l'instruction, vous-même, alors, vous avez procédé à une expertise unilatérale. Cette expertise a été contrôlée, en tout cas un huissier était présent, a fait un constat en bonne règle, actant tout ce qui avait été fait minute par minute. Et ce qu'on a essayé de faire, finalement, c'est de voir si réellement tout ça était impossible ou si, comme notre client nous le disait, c'était parfaitement réalisable. Nous avons réussi une très belle expédition pour filmer cette pollution et ouvrir les silos devant témoins, car c'est le mouvement de la marchandise qui tombe qui prouvait ma théorie sur leur remplissage avant la démolition. On a découvert cette pollution qui était cachée aux yeux du tribunal. Voilà. Il n'y est pas touché. Voilà, il n'y a rien qui est rentré dedans, cette partie-là. Ok. On a perdu, c'est tout. Alors les matières qu'on a trouvées dans le silo, elles contiennent quoi? Il y a plus que 60 fois la dose d'arsenic dedans, c'est très, très concentré. Et il y a naturellement beaucoup de cadmium et beaucoup de plomb. C'est ce qui sert à faire l'intérieur des piles de poche au cadmium. Et rien que dans ma main ici, il y a de quoi empoisonner 4 mètres cubes de terre et de sources d'eau. Voilà, si on se penche assez, on voit à l'intérieur en dessous que la poussière est comme ici en bas à l'état pur. Donc, quand on a cassé là-haut le silo, les blocs de béton n'ont pas pu tomber à l'intérieur car ils étaient pleins. Donc, cette marchandise-là, on prouve qu'elle existait avant la démolition et il est impossible, comme Madame la juge d'instruction essaye de dire, que c'est moi qui ai amené cette marchandise après la démolition pour la mettre dedans. Ça, c'est impossible. Puisqu'elle est pure dans les silos. Il n'y a pas de pierre avec. D'abord, on est au numéro 14. Et ici... Ici, je suis au numéro 20. Donc, ils sont tous numérotés, on ne saurait pas se tromper. Monsieur le professeur, à la demande de Monsieur Boucart et de ses avocats, vous avez accepté de procéder à une expertise de ce qu'on trouve à la base des silos et dans les silos. Alors, que pouvez-vous nous dire aujourd'hui en ce qui concerne la nature des prélèvements effectués par vos services? Nous avons donc effectivement procédé
à l'analyse de matières qui ont été prélevées à la base des silos. Alors une première constatation découle de l'observation faite sur le terrain. Nous avons constaté qu'à l'ouverture donc, de ces silos, donc ces bases de silos étaient entièrement remplies d'une matière grisâtre qui s'est avérée donc à l'analyse être essentiellement des minéraux zincifères, c'est-à-dire de la zincite et de la willémite, et qui vraisemblablement donc découlent de l'activité de vieilles montagnes. Bien. L'Union minière prétend donc que les silos étaient vides au moment de leur destruction et que si aujourd'hui on trouve un certain nombre de matières à la base des silos, que ce n'est pas sa responsabilité, que quelqu'un d'autre aurait pu les y amener. Est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un d'autre aurait eu intérêt à amener ces matières-là précisément à la base des silos? En fait, il est difficile d'imaginer un tel scénario. On ne voit que comme possibilité ce quelqu'un d'autre devrait être lui-même quelqu'un qui a exploité de tels minerais. Alors en quoi finalement est-il si important de dater cette nouvelle pollution dont nous parle M. Bouckaert? Oui, la datation, elle est fondamentale dans cette affaire-ci, évidemment, puisque, en fait, quand nous nous retrouvons devant la Chambre des mises en accusation la première fois, et que la Chambre des mises va ordonner l'expertise, qu'est-ce qu'elle constate? C'est que l'Union minière dit que les travaux de démolition ont eu lieu en 84. Et ils produisent, à l'appui de leur thèse, une facture de deux entreprises marquées, datant de 1984. La thèse de M. Bouckaert est soutenue par une série de voisins et de témoins qui disent « Mais non, les travaux ont eu lieu beaucoup plus tard, en 86, 87 ». Et évidemment, entre ces deux dates, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le décret de 1985 qui rentre en application le 5 juillet et dont l'article 17, la lecture peut être longue et fastidieuse, mais elle éclaire tout. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination, conformément aux dispositions du présent décret, et dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux. Et là, je souligne, ça me semble important, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement, ni à la santé de l'homme. C'est évident que ce décret qui est entré en application en 85 est d'application si les travaux ont bien été faits en 86 et 87, et si les silos étaient remplis comme on le pense, et comme le tend à le prouver, je pense, notre expertise unilatérale, eh bien, c'est l'Union minière qui est responsable de la pollution qui est intervenue après cette démolition. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque à laquelle vous avez pris cette photo? J'ai pris ça en 85. C'est ça. Et donc il s'agit bien de ce bâtiment où on retrouve les fameux silos dont il est question pour le Oui, moment, dans la le presse cadre, et autres, oui, en effet. oui. Et voilà d'ailleurs, puisque vous parlez de ça, j'avais pris d'autres photos de ce qu'on appelle le BMA dans l'hiver 85-86. Et là, on voit très bien le BMA qui est isolé de tout parce que c'est lui qui reste à détruire. Vous habitez ici à Vol d'Oiseau, à quoi, moins d'une centaine de mètres de l'endroit où il y avait les silos. Est-ce que vous pouvez dater, vous, la destruction des silos? Oh, la destruction des silos, c'est 86-87. Les travaux ont duré relativement longtemps parce que l'entrepreneur Marquet, qui était chargé des travaux, a eu énormément de difficultés vu que les silos étaient en béton armé. D'où l'utilisation de gros engins, des espèces de masses, des poids énormes qui tapaient contre les murs des silos. D'où poussière de toutes sortes, quoi. Il y avait même tellement de poussière qu'on ne savait même plus mettre son linge séché dehors, quoi. On était obligé de faire sécher à l'intérieur, tellement la poussière venait sur notre linge. Vous avez eu l'occasion d'entreprendre des travaux de rénovation ici dans votre maison. Et là aussi, vous avez eu quelques surprises. Alors voilà, il a enlevé toutes les tuiles là, à peu près sur le tiers de la surface. Et alors, il est entré pour regarder ce qu'il allait isoler. Et alors, bon, à la fin, il a vu tellement de poussière, il a crié au secours, venez un petit peu voir. Et voilà ce qu'on a découvert ici, comme poussière, voilà. Et il y en a pas mal. Hein. Il y a 6 sacs. Il suffit de les sous-peser pour se rendre compte que la densité est très élevée, donc métaux lourds, quoi. Et donc vous avez ces 200 kilos de déchets depuis quelques mois. Qu'allez-vous en faire? Dans l'état actuel de la législation, C'est celui qui déchets, détient. c'est le détenteur qui doit éliminer à sa propre frais. Le décret, je ne sais pas. Et comme la commune défend très bien ses citoyens, eh bien, elle ne fait rien. Enfin, pas que je sache jusque maintenant. C'est le seul cas
à Gras-Sologne et dans la région de Sologne, où on a trouvé des quantités aussi importantes de poussière. Vous savez, moi je suis Olognois d'origine. Ma famille a habité rue de l'Hôtel Communal à 2 pas du site. Donc ils ont connu l'immeuble, l'exploitation de la vieille montagne. Jamais mes grands-oncles qui sont décédés à 95 et 97 ans, et pourtant qui ont vécu la partie la plus polluante de l'activité, on vit quand même vieux malgré tout, jamais on a parlé de poussière qu'on aurait retrouvée comme cela. Maintenant, quand je dis aussi que c'est bien le hasard, que c'est chez des mandataires écolos que l'on ait trouvé cela, on a beau dire qu'il y a beaucoup de gens concernés, etc. Mais je vous dis, je suis ici tous les jours. Je connais la plupart des gens qui habitent dans le coin. Il n'y a personne qui soit venu me trouver, personne qui m'ait téléphoné. Et je crois qu'en dehors d'une agitation qu'on veut recréer, ben, la population est tout à fait calme. J'ai des gens qui me disent, depuis des années, je me promène tous les jours sur le site avec mon chien. Vous savez, les chiens, ils sentent partout. Le chien, il n'est pas mort après 3 mois. J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une forme d'intoxication et d'exagération. Je crois qu'il est temps qu'on s'en occupe, puisque ça ne dure que depuis trop longtemps. Mais des études médicales, etc., il y a des tas de médecins qui habitent autour du site. Je crois qu'il n'y a pas une mortalité différente. C'est pas Céveso, ni Tchernobyl. Je crois qu'il ne faut quand même pas exagérer les choses. Moi, je ne comprends pas. Il y a une chose. Si M. Gélin est tellement conscient du danger, moi, je n'habiterai plus où il habite. C'est vrai. C'est un suicidaire, c'est un kamikaze. Pourquoi est-ce qu'il continue à habiter là? Dès le moment où vous avez le sentiment que vous êtes en train de vous condamner à mort, est-ce que pour une raison économique, on va dire « Oh oui, il est propriétaire, il est ceci, il est cela ». Pourquoi est-ce qu'il ne met pas sa maison en vente et essayer de partir? Avant 50, hein, il y avait un broyard qui se trouvait au bord de la route. L'homme demandait par madame, le broyard à 40 mètres de la maison. Cette maison-là a écopé de toute la poussière du broyard pendant 30, 35, 40 ans. Donc ça vous étonne pas du tout qu'aujourd'hui Pas on du tout, retrouve madame. encore des poussières sous les toits de M. Géline? Voilà, ce qu'on a retrouvé dans la poussière chez le monsieur en face, c'est parce qu'il était dans un faux-grenier. À votre avis, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces poussières? Il y a de l'arsenic, il y a du plomb et du zinc. Et comme ne veut pas dire qu'il y a autre chose. Peut-être qu'il y a encore un autre produit, je ne sais pas, hein. Mais tout ce qui est là, c'est du poison, hein, madame. Je vous le dis carrément. Et alors, on peut dire au garçon que normalement il est porté ça en J. Lui-même est payé 8 000 € pour détruire la poussière de l'Union minière, madame. Je ne sais pas dans quel pays nous sommes encore, hein. Parce que ça ne va pas, ça, hein. Le garçon, c'est la vieille montagne qui doit avoir les maux de tête, hein. Et payer quelque chose au type, parce que pendant 18 ans, il a vécu là. Avec ça au-dessus de sa tête, hein, lui. Et vous pensez que c'était dangereux d'avoir ça au-dessus de sa tête? Ah, je ne sais pas où il était dangereux. En tout cas, madame, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a les ouvriers qui ont été à l'hôpital à cause de ça. Monsieur Thirion, puisqu'il y a un doute sur l'origine des poussières, nous avons donc fait appel à vous pour organiser des prélèvements qui vont être analysés. Qu'est-ce qui va garantir finalement les résultats de l'expertise? Ils sont d'abord garantis par la qualité des chercheurs qui procéderont à l'examen. Et en cas de doute, je garde un exemplaire de chaque prélèvement qui pourrait être éventuellement contrôlé par un autre organisme si une des parties l'estimait nécessaire. Alors ici, on est en train aussi d'ouvrir le toit. Pourquoi aller sous ce toit? Parce que ce n'est que la parole d'une personne qui dit que les déchets qui sont dans ces sacs poubelles proviennent du toit. Pour en être certain, il faut aller les chercher là où ils se trouvent. Et alors nous analyserons également les déchets qui sont sous le toit et qui sont donc récoltés en notre présence. Et on pourra voir d'abord quelle est la nature de ces poussières et on pourra voir si elles sont les mêmes que celles qui sont dans les sacs. Qu'avez-vous pu constater? Qu'il y avait effectivement une poussière grisâtre que nous avons récoltée, suivant le même principe que pour les sacs poubelles. Un sachet qui sera conservé chez moi et l'autre qui partira à l'analyse du laboratoire de l'université.
Voilà, alors ici on est chez un voisin de Monsieur Géline. Et qu'avez-vous pu constater? Voyons donc maintenant la poussière qui s'est accumulée depuis pas mal d'années, parce qu'avant, cette pièce-ci n'était pas calfeutrée par ces plaques de gyproc, donc sous les tuiles, la poussière pouvait tomber et s'infiltrer entre les planches du plancher qu'on vient de démolir. Nous allons donc prélever cette poussière et l'analyser comme ça a été fait sous le toit du voisin. Eh bien, on peut faire apparaître les résultats de ces analyses. On va tout d'abord examiner la trace de diffraction X de ces produits retrouvés dans les sacs. Comme on peut le voir très très bien, sur ces deux traces qui sont, je dirais, parfaitement superposées, une filiation certaine au niveau du contenu des sacs. Et quels sont les contenus de ces sacs? Les Pas vu de ces contenus composants. sont principalement au niveau des phases cristallines, du sulfate de plomb, PbSO4, du gypse, c'est-à-dire un sulfate de calcium hydraté, et du quartz, donc SiO2. Ce que nous avons opéré ici à l'écran, c'est un déplacement des trois enregistrements, le premier correspondant au prélèvement effectué dans le sac, le second correspondant au prélèvement effectué dans la toiture de M. Géline et le troisième correspondant au prélèvement effectué chez le voisin. Et l'on peut constater que ces trois empreintes sont parfaitement identiques. Et donc ce seraient des poussières liées à l'activité de la vieille montagne et probablement qui remontent peut-être même à des dizaines d'années. Manifestement, parce que donc l'on retrouve, comme je l'ai déjà mentionné, la trace de sulfate de plomb. Et on sait que donc c'est un produit qui résulte en fait de l'activité de vieille montagne. Les accusations de l'Union minière sont plus précises et je dirais plus graves encore. Oui. Il semblerait de fait que l'Union minière maintenant veut imputer la pollution de déchets toxiques et dangereux à M. Bouckaert. Il situe d'ailleurs cette pollution, tout comme nous, au niveau des silos et de la base des silos. Moi, je ne vais pas débattre de ça. Bon, je me suis expliqué devant des magistrats qui n'ont pas encore rendu leur décision. Il n'est pas question de revenir là-dessus. Ils vont trancher, mais je me dis quelque part, je vais dire à l'Union minière, mais faisons cette expertise. On verra peut-être plus clair. On en saura plus. Monsieur Bayard, vous êtes l'avocat de l'Union minière dans le cadre du dossier Bouckaert. Que reproche encore aujourd'hui l'Union minière, à laquelle l'Union minière s'appuie pour établir ce qui se trouve à la base des silos? Nous nous basons sur tout le dossier répressif, donc ce n'est pas un dossier que nous avons établi nous-mêmes, c'est le dossier, les constats de police, les procès-verbaux de police, les procès-verbaux des différents services de la région wallonne qui constatent cela. Après la destruction des silos, selon l'Union minière, la base des silos était vide. On n'y trouvait plus rien, aucun reste d'activité de la vieille montagne. Tout à fait. Jusqu'à ce que M. Bouckaert vienne y dépousser les déchets industriels que ses clients avaient déposés dans les environs. Oui. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui à la base des silos? Je pense qu'on doit y trouver essentiellement les déchets industriels des clients de M. Bouckaert, peut-être quelques morceaux des silos eux-mêmes, donc quelques morceaux de béton armé restés sur place, peut-être un petit peu de terre que les bulldozers ont raclé en repoussant les déchets vers cette cavité des silos, mais donc essentiellement, à part le béton armé ou des morceaux de béton armé, essentiellement les déchets des clients de M. Bouckaert. Et nous sommes venus les découper au chalumeau en présence de huissier pour ouvrir là, c'est la cette traînée de chargement qui venait de 6 grands silos qui étaient au-dessus pour pouvoir faire le mélange pour les poudres. Voyez-vous ça? C'est la gueule d'une trémie. Regardez, il y a encore le restant de minerai là. Vous le voyez là? Oui, oui. Eh bien ça tombait sur un ruban. Et on mettait autant de sortes de mélange d'une sorte, autant d'une autre. Il allait au mélange, au mélangeur, on faisait le mélange et on envoyait le minerai au four. Mais ça, je vous certifie que c'est du minerai. Si vous y aviez été, et puis que vous voyez l'image, ben je le revis là. Donc selon vous, c'était les matières premières qui étaient utilisées Oui, pour oui. faire le zinc, pour le Oui, oui. fabriquer. Ça, je vous le certifie, ça. En voyant la couleur, comme elle est là, et en ayant vu la gueule de la trémie que vous avez montrée là, je vous assure que ça en était ça. Mais là, je ne sais pas si normalement je peux le dire, mais ça, c'est la vieille montagne, ça.
personne n'aurait été capable d'amener ce qui est là avec des camions. Alors si vous trouvez ça avec du plomb, du zinc, de l'arsenic, du chlore, ainsi de suite, ce n'est pas le garçon qui a pu mettre ça là, hein. C'était impensable, ça. Et donc ça vous paraît impossible que les tas de poussière qu'on vient de vous montrer appartiennent à quelqu'un d'autre que la vieille montagne? Non, ça ne saurait appartenir qu'à la vieille montagne. Si c'est du minerai, ça ne saurait être qu'à la vieille montagne. À qui voulez-vous que ça appartienne? Ouais. Monsieur Bougard, tu ne vas pas aller au Congo pour ramener ça ici, hein. Possible que les tas de poussière qu'on vient de vous montrer appartiennent à quelqu'un d'autre que la vieille montagne? Non, ça ne saurait appartenir qu'à la vieille montagne. Si c'est du minerai, ça ne saurait être qu'à la vieille montagne. À qui voulez-vous que ça appartienne? Ouais. Monsieur Bougard, tu ne vas pas aller au Congo pour ramener ça ici, hein. Je ne pense pas. Non, c'est la vieille montagne, madame. Faut pas chercher mine à 14 heures. Et ce qu'on a raconté jusque maintenant, on a raconté beaucoup de blagues. Des gens qui n'étaient pas là, qui ont témoigné en n'étant pas sur les lieux. C'est ça que je n'aimais pas. Il faut être sur les lieux. Voilà, c'est ça. Voilà par où ils sortaient. Oh, du silo. Comprenez-vous? Et ça, c'est ta saloperie, ça. Mais pourquoi est-ce que l'Union minière pour vider l'abcès, finalement, ne se porte pas volontaire pour procéder à une expertise de ce qu'on trouve à la base des silos? Parce que le problème n'était pas d'identifier ce qu'il y avait dans les silos. C'est très clair, ce sont les déchets industriels amenés par M. Boucart et ses clients. Ces déchets ne doivent pas rester sur le site, ils doivent être retirés par celui qui les y a déposés. Il doit les emmener et les faire déposer dans des décharges autorisées. C'est ce que nous demandons, et notre procès, notre intervention dans le procès n'a pas d'autre objet que celui-là. Aujourd'hui, Vieille Montagne Union Minière accuse Georges Boucart d'avoir pollué le site. Mais, pendant longtemps, la même société, comme la région wallonne du reste, vont dire qu'il n'y a pas de pollution ou pratiquement pas de pollution. Alors pour bien fixer les esprits de tout le monde, je vais dire une fois pour toutes quand même qu'un document qui a été écrit par un cadre de la Vieille Montagne, qui date du 11 octobre 89, c'est assez vieux, dit lui-même ce qu'il faut penser de la présence de la pollution, je lis. Il est illusoire de penser qu'il n'y a pas de pollution par les métaux lourds, même à des niveaux élevés, dans la couche superficielle du site de Grasse-Sologne. Le risque majeur étant, à notre avis, une pollution de nappes ou des sources souterraines pour laquelle les solutions de traitement seraient complexes et très coûteuses. Ça, c'est la Vieille Montagne qui le dit, in tempore non suspecto, et de façon certaine, puisque c'est un document censé rester en interne et qui ne va nous arriver qu'à la faveur, il faut bien le dire, d'une erreur d'un avocat qui se trompe et qui joue à une pièce qui ne devrait pas, un dossier qui est transmis. Mais seulement voilà, ce rapport n'a jamais été mis en cause par personne. Il est véritable, il a été rédigé par M. Ciarletta le 11 octobre 89 et la pollution, elle est bel et bien là. Monsieur Boucart, la partie adverse vous accuse de toujours faire appel aux médias pour faire entendre votre point de vue. Mais si on faisait une instruction normale, si dans l'instruction je pouvais moi-même y déposer des pièces, mais je n'aurais pas besoin des médias, les seules pièces un peu intéressantes auxquelles le premier juge a répondu, il a fait ce qu'il a pu d'ailleurs le premier juge, parce qu'il a jugé d'après le dossier qu'il avait. Et les seules pièces où il a répondu, eh bien, je les ai fait parvenir par la Meuse, par la presse. Mais sinon, par l'instruction, j'y arrivais jamais. Et qui plus est, c'est encore mieux, on a constaté que des pièces qui étaient dans le dossier, introduites par la PJ. La PJ, c'est le service qui appartient jusqu'à maintenant encore au palais de justice. C'est le serviteur du palais de justice. Eh bien, ces pièces-là, en traversant la petite rue derrière le palais, elles disparaissaient. Alors, vous parlez des photos des Je silos. parle des photos de monsieur l'inspecteur de la PJ Donkers. Et on trouve normal que la petite rue de 4 mètres, là derrière, eh bien ces pièces-là disparaissent. On les retrouve après, oui, mais expurgées, c'est-à-dire on retrouve des photos prises de tellement loin qu'on ne voit rien dessus. Mais les photos à bout portant, elles ont disparu. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin de refaire une analyse des silos et de retourner avec vous pour constater ce qu'il y avait sur place. Car si ces photos-là n'avaient pas disparu, on n'avait pas besoin de retourner sur place et le procès était déjà fini depuis longtemps. Le dossier photographique que cette police judiciaire va monter et qui est de nature à démontrer qui a pollué les silos qui sont, somme toute, au centre du débat. Ce dossier judiciaire, ce dossier qui contient des photos, est transmis le 6 juin 1987 au procureur du roi de Liège par la PJ. Et il disparaît. Il disparaît purement et simplement. On ne retrouve pas ces photos et on ne les retrouvera jamais. C'est dommage parce qu'elles ont en quelque sorte valeur de preuve. Selon que les silos sont dans un état ou dans un autre, qui sont totalement détruits ou pas, eh bien, c'est un tel qui a pollué, mettons la Vieille Montagne, parce que ça paraît être le plus logique,
ou alors ce pourrait être Boucart. Et ces photos qui tendent à montrer que ce n'est pas Boucart disparaissent. C'est une anomalie, c'est un problème, mais il y en a d'autres. Par exemple, l'instruction s'est longtemps basée, et la défense de Vieille-Montagne Union Minière se base sur ça aussi, sur le fait que la démolition des fameux silos a lieu avant ou après la date fatidique de 1985, où est décrété, ou sort un décret de la région wallonne qui va définir le dépôt de matières polluantes comme illégal. Donc, Vieille-Montagne, Union Minière, vont plaider pendant des années sur le fait que tout ça a été terminé avant le décret. On va produire à cet effet des factures du démolisseur, M. Marquet, des factures qui sont datées respectivement de 1984 et de 1985. Des factures qui donc démontreraient que la destruction est antérieure au décret de la région wallonne. L'entrepreneur qui les adressait est interrogé le 11 février 1993, et ça, je veux encore être précis, c'est noté dans un PV 1766 de 93. Que dit-il? Il m'a été demandé par la Vieille-Montagne de facturer les travaux avant leur début. Ce que j'ai fait. J'ai donc terminé ces travaux à la fin de 1987. C'est QFD. Là, Boucart avait raison. Là aussi, Boucart avait raison. Et j'estime personnellement que l'instruction se soit basée longtemps sur des documents dont il est démontré qu'ils sont antidatés est une anomalie de plus. Les factures, elles, par contre, ont été antidatées. Pas du tout. Pas du tout. L'entrepreneur a demandé à obtenir une avance sur le prix de son travail, ce qui était tout à fait logique. Il y avait un travail qui devait s'étendre sur de longs mois. Il devait payer son personnel. Il voulait une avance, une provision sur le coût du travail. Et ça a été admis en 1984. Il facture donc une avance importante sur ce travail. Et il reçoit paiement d'une partie, de la moitié de ce qu'il a facturé. Mais il y a aussi d'autres anomalies encore que vous avez constatées. Oui. Alors là, on rentre vraiment dans le domaine juridique. À la suite d'une plainte, celle-là est de Boucart contre la Vieille-Montagne. Cette société bénéficie d'un non-lieu. Un non-lieu qui paraît bizarre à Boucart parce qu'il croyait avoir apporté des preuves déterminantes de sa bonne foi. Il va donc en appel. L'appel se passe devant une instance qu'on appelle la Chambre des Mises, en l'occurrence. La Chambre des Mises traite un dossier, c'est-à-dire une instruction. Cette instruction est menée par la juge d'instruction liégeoise Danielle Reinders. Et la Chambre des Mises constate le 16 mars 1995 que cette instruction a été menée de façon lacunaire. Ce n'est pas moi qui le dis, et je vous cite. La Chambre des Mises ordonne, je dis ordonne, je ne dis pas souhaite, propose, demande, non, je dis la Chambre des Mises ordonne la fouille de la base des anciens silos afin de vérifier s'ils sont pollués et, dans la mesure du possible, de dater cette pollution. Eh bien, le juge d'instruction ne va rien faire. Et pourquoi, à votre avis, le juge Reinders a-t-il eu tant de difficultés à accepter l'idée d'une expertise? Il l'a écrit. Il a dit, je ne fais pas d'expertise parce que, de toute manière, c'est prescrit. De toute manière, je ne saurais pas imputer ça à une personne déterminée, donc par conséquent, mon instruction n'a pas de sens. Et puis, cette expertise sera inutile. Bon. Alors, je dois dire que ce raisonnement n'a pas convaincu ni Maître Berroir, ni votre serviteur. Qui a raison? Est-ce que c'est le juge? Est-ce que c'est nous? Ben, Dieu départagera les siens. Mais alors, ça, c'est déjà pas normal. En théorie, elle aurait dû, de devoir, d'une obligation, elle aurait dû faire quelque chose, elle ne le fait pas. Mais... et ça, je trouve que c'est tout aussi étrange, la Chambre des Mises va se déjuger elle-même le 6 février 1997. Il y a donc un peu plus d'un an. Cette décision va surprendre les avocats de Max Boucart. Dans son premier arrêt, la Chambre des Mises en accusation avait en effet bien ordonné une expertise en ajoutant qu'il fallait, si possible, dater la pollution. Dans son second arrêt, la Chambre des Mises fait marche arrière. Elle met en effet en doute la faisabilité même de l'expertise. Il y a donc une contradiction entre les deux arrêts. La Cour fait volte-face. Alors, dysfonctionnement. Dysfonctionnement, moi je crois qu'il y en a un fondamental. En ce sens que tout le système d'organisation judiciaire vise à trancher les conflits entre les citoyens. C'est la fonction essentielle de l'État. Et or ici, ce système n'a pas fonctionné. Pourquoi?
J'ai un peu regardé le dossier avant que vous ne veniez, et je me suis aperçu que c'est à partir de 1992 que M. Boucart, par des avocats qui n'étaient à ce moment-là ni Berroir ni moi, a demandé une expertise. Et il est évident que si on avait ordonné des expertises à cette époque-là, alors qu'il ne demandait que ça, et depuis des années, il ne demande que ça, le problème serait vidé. On saurait si c'est une victime ou si c'est un escroc. On saurait si c'est un raté ou bien si c'est un entrepreneur sérieux victime d'un fait dommageable. Donc là, c'est vrai, il y a quelque chose dans le système qui n'a pas marché. Monsieur Van Damme, avez-vous été amené à procéder à des analyses, à faire des prélèvements à la base des silos? Le service a été effectivement requis par le juge d'instruction pour accompagner la police judiciaire afin d'effectuer l'échantillonnage des matières qu'on pouvait trouver soit à la base des silos, soit même, quand c'était possible, dans les silos. Et ces prélèvements ont bien le statut d'une expertise judiciaire? Ces prélèvements, effectivement, et les résultats ont le statut d'expertise judiciaire. Lorsque vous avez eu l'occasion de descendre à la base des silos, avez-vous eu l'impression que les silos étaient tous vides ou contenaient-ils quelque chose? Disons que, grosso modo, je crois que tous les silos n'étaient pas vides. J'en ai vu dont les trémies étaient ouvertes, qui étaient vides, mais pour d'autres, j'ai eu le sentiment qu'ils ne l'étaient pas. Mais comme il s'agit, ça fait partie du dossier de l'expertise judiciaire, je préfère rester laconique et ne pas en dire davantage à ce sujet. Aujourd'hui, en 1998, l'Union minière s'appuie pour établir la culpabilité de M. Boucart sur tous les PV qui ont été dressés par vos services. Est-ce que ça vous paraît plausible que ce qui se trouve à la base des silos est bien du ressort de M. Boucart? À la base des silos, nous avons trouvé, outre des résidus de matières premières, donc de l'usine, des déchets à caractère ménager. Disons plutôt des encombrants ménagers, des bricaillons, en plus des matières premières liées à l'activité antérieure du site. Alors, le professeur Naud, qui a effectué les prélèvements, lui, pour le compte de la défense de M. Boucart, établit des filiations avec les activités de la vieille montagne. Est-ce que vous, en tant que police de l'environnement, c'est également votre conviction? C'est effectivement mon sentiment. Au cours de notre enquête, l'inspecteur Van Damme de la division de la police de l'environnement de la région wallonne nous a signalé qu'il avait été requis par le juge pour organiser des prélèvements à la base des silos. Est-ce que ces prélèvements ont un statut d'expertise judiciaire à vos yeux? Non, absolument pas. Ces prélèvements, sauf erreur de ma part, ont été faits en 1992. Ce sont des prélèvements, c'est-à-dire qu'on a prélevé des choses, on les a analysées et on a constaté ce que tout le monde savait aussi, c'est qu'il y avait de la pollution là-bas aussi. Ce que nous réclamons, nous, c'est une expertise. Comme la Chambre des Mises et la Chambre des Mises en 92 connaissaient ces prélèvements faits par la région wallonne à la demande du juge d'instruction, mais elle a aussi estimé que c'était insuffisant. Ce que nous voulons, c'est être en mesure de pouvoir prouver ce que notre client dit, c'est-à-dire que les silos étaient remplis de matières toxiques et qu'en 86-87, après donc la mise en application du décret de 85, on a détruit de manière tout à fait maladroite et grave ces grands silos et que cette pollution s'est répandue sur l'ensemble du terrain. Et ça, c'est l'expertise qui peut le prouver. Ces prélèvements-là ne nous aident absolument pas. Il faudrait procéder à une expertise complémentaire par une série de forages au niveau des silos et au niveau du terrain environnant ces silos pour voir donc si l'on retrouve exactement les mêmes minéraux incifères. L'affaire Boucart, évidemment, n'est pas finie. Au point où en est M. Boucart, qui est évidemment un homme ruiné, malheureux, désespéré, cet homme, il plaidera jusqu'à sa mort. Il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Et je dirais son procès devient sa raison de vivre. Il se dit, un jour, j'aurai de dommages-intérêts. Un jour, on me rendra justice. Un jour, il y aura bien un juge qui fera une expertise. Et si la voie pénale nous demeure ouverte, ben nous irons devant un tribunal civil et on recommencera. Voilà. Au fond, en quoi ce conflit concerne-t-il des enjeux plus collectifs?
Enjeux collectifs, oui. Je veux dire, bon, moi je ne suis pas chargé évidemment des enjeux collectifs, mais il est évident pour ceux qui suivent finalement l'évolution de ce dossier que, je crois que tout le monde est d'accord pour le dire, les chiffres varient, mais la réhabilitation du site de Grassologne, donc pas seulement la parcelle de M. Boucart, mais l'ensemble des parcelles qui sont toujours la propriété de l'Union minière, les chiffres varient entre 1 et 2 milliards. Et alors, les choses sont claires, soit M. Boucart a raison, la pollution est due à l'Union minière et elle date d'après 1985 de par la destruction de ces fameux silos. La pollution a donc été réactivée et relancée un petit peu partout, comme le soutient M. Boucart. Et à ce moment-là, c'est l'Union minière, finalement, qui va devoir prendre en charge la réhabilitation du site. Ou alors, finalement, on n'arrive pas à savoir à qui imputer cette pollution. Et c'est vous, c'est moi, c'est le contribuable, je dirais, wallon, c'est la région wallonne qui va devoir prendre en charge la réhabilitation du site. Et en nous racontant toute votre histoire, Monsieur Oui. Boucart, à quoi ça vous sert? Ah mais, bon, ça m'a fait et du bien et du mal, parce que c'est une histoire que j'avais essayé d'enterrer un petit peu, parce qu'elle est très dure à vivre. Parce que, quelque part, je revis des passages de ma vie où on s'est vraiment mais moqué de moi dans toute la ligne. Et tout le mal qu'on m'a fait, ben, je vais m'en servir comme force pour me rebattre. Je ne conseillerais pas, en ce qui me concerne, d'avoir des potagers sur un sous-sol comme celui-là, sauf si on met une épaisseur de terre arable satisfaisante pour que les racines ne puissent pas aller en dessous. J'ai un peu regardé le dossier avant que vous ne veniez, et je me suis aperçu que c'est à partir de 1992 que M. Boucart, par des avocats qui n'étaient à ce moment-là ni Berroir ni moi, a demandé une expertise. Et il est évident que si on avait ordonné des expertises à cette époque-là, alors qu'il ne demandait que ça, et depuis des années il ne demande que ça, le problème serait vidé. Plus des matières premières liées à l'activité antérieure du site. Alors le professeur Naud, qui a effectué les prélèvements, lui, pour le compte de la défense de M. Boucart, établit des filiations avec les activités de la vieille montagne. Est-ce que vous, en tant que police de l'environnement, c'est également votre conviction? C'est effectivement mon sentiment et